Bonjour à tous, Global Géopole pour vous informer, mais surtout pour vous réinformer, puisqu'aujourd'hui dans les médias, ce sont les gens qui en savent le moins qui parlent le plus, et ceux qui en savent le plus qui n'ont pas le droit de parler. Je voudrais donc vous présenter le conflit ukrainien à travers le prisme de l'économie mondiale. Et pour ce faire, je vous propose le plan suivant. Un petit rappel juridique sur la crise ukrainienne, l'introduction à mon livre Ukraine entrepreneur espion malgré lui, la raison principale de la guerre en Ukraine, le soutien du dollar, impact des événements successifs des 10 dernières années sur le PIB ukrainien de 2008 à 2024, les conséquences des sanctions définies par le Grand Institute qui travaille avec la NSA et la CIA afin de déconnecter l'Allemagne de la Russie pour détruire l'économie européenne. Il s'en est découlé, bien sûr, la montée en puissance des BRICS en réaction. Nous aborderons donc l'état de l'économie américaine et pourquoi Trump veut lever les sanctions à la Russie, pour finir avec des perspectives mondiales. Alors, avant de démarrer cette présentation, je souhaiterais faire une petite digression. Juin 2023, je suis invité à l'Académie des affaires étrangères en Autriche. Faisant partie du Forum économique de la région Danube, on sollicite mon expertise en regard de ce qui se passe en Ukraine. Ont participé à cette réunion l'ancien ambassadeur d'Autriche à Moscou, ainsi que l'ancien numéro 2 de la Banque centrale autrichienne. Alors, ces deux gentlemen n'ont pas manqué de vanter les mérites de la démocratie ukrainienne, le fait que l'armée ukrainienne était la meilleure, la plus forte, et que de toute façon, l'Ukraine ferait partie de l'Union européenne ainsi que de l'OTAN. Alors, il se trouve que j'ai fait atterrir ces personnages de manière un peu brutale et sans parachute, en leur peignant un tableau de la situation réelle qui ne correspondait pas du tout aux illusions qu'ils projetaient. Alors ça m'a valu à la sortie de ce meeting une invective de la part d'un jeune diplomate à qui j'avais demandé si sa compagne était ukrainienne et quel âge elle avait. Alors, il était un petit peu surpris. Effectivement, sa petite copine avait une vingtaine d'années, elle venait de la région d'Odessa. Et là-dessus, je lui ai dit qu'en tant que diplomate, il n'avait pas à agir de manière émotionnelle, mais plutôt à se baser sur des faits, à intégrer l'histoire d'un pays et des divers événements qu'il avait pu subir, afin de se faire une meilleure opinion de la situation et bien sûr se positionner en conséquence. Ce que, bien sûr, il n'a pas fait. Alors, pour le faire réagir un petit peu, je lui ai montré les photos du massacre du building syndical, puisque j'étais en relation à cette époque avec l'avocat qui s'est occupé de l'enquête qui a été menée. Alors, il était extrêmement choqué de la violence des photos que j'ai pu lui proposer, et notamment celle d'une jeune femme qui a été assassinée par étranglement et qui était en plus de ça enceinte. Alors, je l'ai projeté en lui disant que cette femme-là aurait pu être sa mère et que le mari de cette femme était emprisonné parce qu'il avait demandé justice auprès du gouvernement ukrainien. Je l'ai invité donc à partir en Russie, en Ukraine, pour se faire une meilleure opinion, notamment en Crimée ou dans le Donbass, pour qu'ils comprennent véritablement que ce à quoi on avait affaire, c'était un véritable divorce de population et que, comme la Yougoslavie, ça arriverait et que c'était inéluctable. Donc, revenons à notre présentation. Et petit rappel juridique, en regard du texte 362 défini par M. Jacques Legendre, déposé au Sénat le 28 mai 2008, en regard de ce qui concerne le support à toute l'idéologie néo-nazie et nazie.
Le coup de Maïdan 2014, c'était un coup illégal avec des gens qui venaient de factions néo-nazis, notamment Pravi Sector, Azov, ce qui m'a été confirmé par une colistière de Donald Trump qui a assisté aux réunions de passation entre l'équipe McCain et l'équipe de Trump. Donc de ce fait, supporter ce qui s'est passé en Ukraine à ce moment-là, eh bien, c'est ouvrir une porte de Pandore, puisque si on l'accepte là-bas, on l'accepterait dans nos propres pays. Or, d'un point de vue du droit français, c'est anticonstitutionnel. Les élections qui ont suivi le coup d'État de 2014 étaient illégales, puisque toutes les populations du Donbass n'ont pas eu le droit de participer à ces élections-là. Donc, de ce fait, le président Poroshenko post-Maïdan a été fait de manière illégale. Les accords de Minsk n'ont pas été respectés puisque la date limite était le 31 décembre 2015. Kiev n'a jamais respecté ces accords. Or, ce sont des accords qui ont été entérinés par l'ONU. Entre le 20 février et le 23 2002, les Ukrainiens réattaquent le Donbass et bombardent de manière massive les villes de Lugansk et de Donetsk. L'article 20-22 des accords de Minsk stipule que si c'était le cas, la Russie se donnait le droit d'intervenir militairement. Donc la Russie n'a fait qu'exécuter les accords de Minsk. Donc, le narratif qui consistait à dire que l'Ukraine avait été envahie par la Russie est complètement faux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre qui s'appelle Ukraine, entrepreneur, espion malgré lui, puisque j'ai assisté à tout ça. J'ai été témoin d'abominations, notamment d'amis qui ont été torturés, d'autres qui ont été assassinés, d'autres dont je n'ai plus aucune nouvelle. La version US de ce livre s'appelle Ukraine, a Warning to the World. Il a été recommandé par l'équipe d'Oliver Stone, notamment Igor Lopatonov, le directeur de la production de Ukraine on Fire, parce que j'étais en relation plusieurs fois avec lui, donc je partage certaines informations, et aussi le général Paul Vallely de l'armée américaine, dont j'ai été le conseiller et qui m'a sollicité quasiment toutes les semaines pendant plus de 3 ans. Revenons-en donc à nos moutons, à savoir la véritable raison de la crise ukrainienne, c'est-à-dire le support du dollar. À la fin 1947, les accords de Bretton Woods sont signés et qui stipulent que toute matière première dans le monde entier doit être échangée en dollars. Et ceci va permettre en fait le support de la dette américaine par effet en 3 bandes. Lorsque l'euro arrive sur le marché en termes de devise, elle va bouleverser complètement les équilibres des réserves monétaires. Et l'euro va prendre des années 2000 à son émergence jusque dans les années 2014, va prendre environ 20%, 25% de la masse monétaire globale. D'ailleurs, on le voit sur la courbe jaune, avec l'échelle qui est située à l'extérieur. Ce qui se passe, c'est que on voit ces volumes de réserves monétaires, que ce soit l'euro comme le dollar, qui commencent à s'effriter à partir de fin 2014. C'est du fait des sanctions qui ont été imposées à la Russie. Vladimir Poutine s'est rapproché de Xi Jinping et a commencé à constituer des accords bilatéraux commerciaux qui se sont faits dans les devises communes à ces deux pays, à savoir le rouble et le ringgit. À partir de 2019, ces accords commencent à s'accroître de manière significative. Et bien sûr, au moment du Covid, on voit qu'il y a une espèce d'effondrement du dollar. Et ça, c'est dû au fait que, du fait du confinement, beaucoup moins de personnes consommaient. Et donc, de ce fait,
Les échanges internationaux entre la Chine et les États-Unis s'étant effondrés, et ainsi qu'en Europe, eh bien la demande de dollars s'est quasiment effondrée. À partir du début du conflit, on s'aperçoit d'une chose, c'est que le dollar descend en dessous des 60% de réserve, alors que l'euro continue à grimper. Ce qui est, enfin, grimper, disons que il se maintient plutôt. C'est quand même assez surprenant. Ça veut dire qu'il y a une devise qui a pris le dessus sur toutes les autres. Et ça, c'est du fait des échanges au sein des BRICS. Ce qui est étonnant, c'est que l'euro, en fait, a été maintenu parce que la Russie a commencé à accepter l'achat de ses matières premières en euros. D'ailleurs, c'est le Christophe Demargerie, PDG de Total, qui avait signé des accords d'achat de gaz et de pétrole en euros, qui lui a certainement coûté la vie. On ne va pas épiloguer sur le sujet, j'explique tout ça dans mon livre. Donc, un fait à retenir, c'est que dès le départ du conflit, la Chine commence à se séparer de la dette américaine de manière significative. Ça, c'est du fait que Vladimir Poutine devait très certainement savoir que de toute façon le conflit était inévitable, et du fait des alliances qui ont été signées avec la Chine, a averti Xi Jinping qui a demandé aux banques de se défaire des obligations américaines. Alors, ça a posé un problème énorme, c'est qu'à partir du moment où il y a moins de demandes de la dette américaine, eh bien, automatiquement, les taux se sont mis à grimper. Alors, nous allons aborder maintenant l'économie ukrainienne à travers la courbe de leur PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut. Jusqu'au subprime, l'Ukraine s'adaptait à l'économie de marché en se positionnant de manière intelligente, en vendant bien sûr ses céréales et le peu de ressources naturelles qu'il pouvait avoir et qui étaient exploitées dans le Donbass. Alors d'un point de vue historique, il faut savoir une chose, c'est que le Donbass a toujours été russe, et c'est après la révolution bolchevique que cette région a été, on va pas dire annexée, mais rattachée à l'Ukraine pour lui permettre de vivre décemment d'un point de vue économique. L'Ukraine à cette époque, c'était le grenier à blé de la Russie, et ne pouvait pas tenir d'un point de vue financier la capacité d'un État. Donc les bolcheviks ont décidé de rattacher cette région parce qu'elle était extrêmement riche en minerais, qui faisait qu'il y avait un apport de devises qui pouvait se faire. Bien sûr, crise des subprimes, tout le monde en a souffert, et l'Ukraine la première. Mais ils s'en sont quand même assez bien sortis jusqu'en 2010, où c'est le secteur IT, notamment avec le couple Tygipko, ayant fini troisième aux élections présidentielles pendant lesquelles Yanukovych a été élu. Sa femme Victoria organisait chaque année un forum d'investissement pour les startups et a fait venir un grand nombre d'acteurs, notamment dans la Silicon Valley et de l'Europe, afin de dynamiser ce secteur de l'industrie, puisque l'éducation des jeunes Ukrainiens, en tout cas au niveau technologique, était extrêmement avancée, notamment en mathématiques et en sciences d'ingénierie informatique. Donc on voit là qu'il y a eu une croissance absolument colossale jusqu'en 2013, au moment où le coup d'État est intervenu. Alors, j'ai jamais compris la raison pour laquelle les dirigeants ukrainiens, en tout cas l'opposition ukrainienne à Yanukovych, voulaient absolument pousser à l'association vers l'Europe. Et ça a pris beaucoup de temps pour comprendre. C'est que dans les dernières années, ou vers 2018-2020, où j'ai commencé à intégrer ce qui se passait véritablement. Alors, la Russie, pour contrer cet agrément, avait proposé l'achat de bonds sur les marchés financiers qui s'élevait à plus de plusieurs milliards, avec bien sûr un deal vraiment spécifique
à des prix concurrentiels pour le gaz, parce qu'il se trouve qu'en Ukraine, il fait très froid pendant l'hiver à partir d'octobre, jusqu'au moins au mois de mai. Donc c'est un pays qui est extrêmement gourmand en gaz, puisque toutes les villes sont connectées à un système centralisé, et le gaz arrive directement de Russie. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'à cette époque, c'était Yulia Tymoshenko, première ministre, juste avant Yanukovych, qui, euh, qui dealait le gaz ukrainien à travers sa propre société. Ça s'appelle la prévarication. Et elle a tellement exagéré qu'elle s'est retrouvée en prison. Donc, quand les Européens, les Américains disaient « Oh là, c'est une prisonnière politique », c'est pas vrai. Elle a été emprisonnée parce que c'est une voleuse. Point. Alors, 2014, le coup d'État de Maïdan, puisque Tymoshenko a été emprisonné en 2011. Et là, en fait, le prétexte de Maïdan, c'était une espèce de convergence entre l'association à l'Union européenne et l'emprisonnement de Yulia Tymoshenko. Ça a eu un impact absolument terrible, puisque le PIB du pays s'est effondré parce que les gens étaient déstabilisés, l'économie ne tournait plus, les business ne tournaient plus, et on en arrive au premier conflit dans le Donbass avec les mineurs de cette région qui ne veulent pas être soumis à ce fameux coup d'État et qui en plus de ça ont été rejetés des élections. Donc, c'est là où on s'aperçoit que le PIB a souffert énormément, puisqu'il a chuté de 100 milliards de dollars annuels. C'est absolument colossal. Alors, 2016, Trump vient au pouvoir. Il y a une amorce de fonds injectés dans ce pays, notamment par l'Union européenne, avec des projets de restructuration, notamment du chemin de fer, pour constituer le channel central de la Belt and Road Initiative, c'est-à-dire la route de la soie qui part de Chine pour venir en Europe. Et j'ai assisté à ces meetings. Et je peux vous dire une chose, c'est que ce qui était surprenant, c'est que le European Investment Bank décidait d'injecter des fonds qui étaient quand même substantiels en regard du fait que l'Ukraine n'était pas associée à l'Europe. Et à côté de ça, le gouvernement ukrainien, notamment Omelian, le ministre des Infrastructures et Transports, qui disait « Moi, je veux plus entendre parler de la Russie, je veux que tout homme valide puisse marcher en uniforme à Moscou, arme à la main. » Donc, il n'était pas question, d'un point de vue ukrainien, de construire le channel central qui partait de Moscou, qui arrivait à Kiev pour finir à Vienne, mais plutôt d'avoir des humeurs belliqueuses. D'ailleurs, à ce propos, un des investigateurs du massacre de Maïdan le 20 février 2014, c'est Andrei Paroubi, qui a été remercié pour avoir tué les gens qui participaient à sa propre révolution, à la télévision ukrainienne, vante les mérites de Hitler comme étant le plus grand démocrate du XXe siècle. Pour dire à quel point ces gens-là ont dérapé sur une idéologie qui est absolument inacceptable. Alors, ce qu'il y a de surprenant dans ce schéma, c'est que à partir de 2020, donc, on subit la crise du Covid-19 et le PIB des pays dans le monde entier s'effondre. On le voit d'ailleurs sur la partie gauche de l'écran. J'ai mis l'évolution en pourcentage de l'évolution en pourcentage de la France. Et pendant la crise Covid, le PIB français s'est effondré de 12,3%. Or, celui de l'Ukraine a commencé à exploser littéralement. Et on le voit notamment de 20 à 21, au moment, bien sûr, où Biden est élu. Et là, on voit un saut quantitatif qui est quand même significatif, puisqu'il y a un accroissement du PIB de quasiment 20%. On passe de 152 milliards de dollars à 200 milliards. Ce qui est inexplicable en ce sens où les régions du Donbass ne participant plus à l'économie ukrainienne, on ne peut pas justifier d'un écart pareil. Ça veut dire en d'autres termes que les capitaux européens et américains ont commencé à pleuvoir
dans les banques, notamment private bank, et bien sûr, les oligarques se sont servis au passage, notamment Kolomoïski, qui a détourné quelque chose comme 5,4 milliards de dollars. Et ce dont on s'aperçoit d'ailleurs au début du conflit, c'est que eh bien, le PIB s'effondre littéralement pour à la deuxième année de guerre, descendre aux environs de 120 milliards, ce qui correspond aux années 2006. C'est un véritable désastre. On n'a pas encore, bien sûr, les chiffres de l'année 2024, mais je suppose que ça a dû descendre bien en deçà des 100 milliards, malgré les sommes colossales qui ont été injectées pour supporter ce pays pendant les 2 années de conflit qui ont suivi. Alors, un petit slide pour vous prouver ce que je vous raconte, c'est que à une époque, je participais au salon de l'investissement international qui s'appelait IDCEE, invité par Victoria Tigipko, qui est juste devant moi sur la photo de gauche, et sur la photo de droite, je suis sur le plateau en train de discuter d'investissement et de dynamique start-up. Voilà. Alors, bien sûr, la crise ukrainienne se finalise avec la fin du conflit qui commence le 24 février, puisqu'en fait, on avait un conflit latent euh, avec des échauffourées, avec des bombardements sporadiques, et puis jusqu'au moment où les Ukrainiens ont décidé d'attaquer après avoir constitué leur ligne de défense pendant plus de 8 ans. C'est ce que d'ailleurs Merkel et Hollande disent quand ils disent on a gagné du temps pour l'Ukraine pour qu'ils puissent s'armer, se constituer une ligne de défense et pouvoir attaquer le Donbass. Il faut savoir une chose, c'est que en fait, c'est pas tellement le gouvernement ukrainien qui a décidé, ce sont les oligarques qui voulaient récupérer tous leurs assets dans le Donbass sans pour autant redistribuer de manière équitable les sommes qui étaient littéralement volées ou ponctionnées de cette région afin de permettre à la classe supérieure ukrainienne de vivre plus que décemment. Notamment, je pense à Ritnat Artmenov, qui aujourd'hui vit à Paris, dans le 16e, dans un hôtel particulier absolument somptueux. Alors, au moment où le conflit explose littéralement, une vague de sanctions tombe sur la Russie. C'est quand même assez surprenant d'ailleurs qu'elle soit tombée aussi rapidement. Il faut savoir une chose, c'est que le Rand Institute avait mis en place tout un plan pour permettre la déconnexion de l'économie allemande de l'économie russe à travers le gaz et faire en sorte que, n'étant plus compétitive parce qu'elle ne pouvait plus accéder à une ressource énergétique bon marché, ça ferait effondrer l'Allemagne et c'est bien sûr les États-Unis qui reprendraient le dessus en faisant couler l'euro. Alors, les sanctions tombent sur le pétrole, première des ressources, et la Russie, qui avait certainement préparé ce type d'action, décide d'indexer le rouble sur l'or et demande le prépaiement avant livraison de toute demande de pétrole. Mais ils ont été encore plus malins que ça. C'est que Gazprom Bank avait un certain nombre de succursales en Europe et les transactions auraient pu se faire à l'intérieur des banques situées en Europe. Ils ont demandé à ce que les fonds soient envoyés à Gazprom Moscou, que les devises soient converties en roubles, et une fois faites, les fonds ne pouvaient plus être accédés par l'Union européenne, donc de ce fait, les sanctions ne pouvaient plus intervenir. Alors il y a eu une deuxième rang de sanctions qui ont fait que les Européens ont décidé de ne plus acheter de pétrole à la Russie. Et que s'est-il passé? La demande étant toujours la même, il a bien fallu trouver des sources. Et les sources, il se trouve que ça a été l'Inde et la Chine, puisqu'on le voit sur le graphique de droite. Ils ont commencé à acheter du pétrole et du pétrole de manière massive. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont revendu
à l'Europe, moyennant commission. Donc en fait, non pas acheter la ressource directement à la Russie, parce que d'un point de vue idéologique, ça ne correspondait pas à l'humeur du moment. On a décidé de payer des royalties à l'Inde, qui fait qu'en plus de ça, le pétrole transporté coûte encore plus cher et pollue encore plus, puisqu'il vient de beaucoup plus loin. Ça commence à devenir complètement débile. Alors, Bruno Le Maire voulait décarboner l'économie européenne avec tous ses colistiers à la Commission. Et donc, ils ont décidé de ne plus acheter de gaz russe, notamment après le 22, euh, le 22 septembre 2023, si mes souvenirs sont bons, où le pipeline Nord Stream 2 a été détruit. Alors, bien sûr, les États-Unis ont sauté sur l'occasion pour leur proposer du GLN, mais il faut savoir une chose, c'est que le besoin de gaz en général en Europe, c'est 450 milliards de mètres cubes. Or, un méthanier ne peut faire que 3 à 4 rotations par an. Et la capacité maximum de contenance est de 150 mètres cubes pour les 150 000 mètres cubes pour les plus grands. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui on paye un gaz américain GLN 4 fois plus cher, avec un transport transatlantique qui pollue d'une manière absolument épouvantable et avec des risques qui sont considérables. Notamment un coût énergétique, puisque le méthane transporté liquide doit être d'abord compressé et ensuite déliquéfié pour pouvoir être distribué. Donc il y a tout un mécanisme mis en place absolument épouvantable qui fait que si on regarde les différentes années qui ont suivi le conflit, notamment 22, 23 et 2024, eh bien, le supply de gaz en Europe s'est littéralement effondré. Pour faire fonctionner une chaîne de production automobile ou pour un train de laminoir dans la métallurgie, ou fabriquer du verre, qui est un process continu, eh bien, il faut une masse d'énergie absolument épouvantable. Et c'est pas en transportant du gaz GLN à travers des bateaux qu'on arrive à faire fonctionner nos économies. Alors, il y a eu un autre train de sanctions, notamment sur le transport de marchandises qui venait donc de Chine et qui passait par la Belt and Road Initiative. C'est un projet qui a été constitué par Xi Jinping grâce à la banque AIIB, qui est assise sur 2 trilliards de fonds. Et ce sont 3 familles chinoises qui ont constitué ce fonds afin de construire des infrastructures de l'Afrique vers l'Amérique du Sud afin de pouvoir échanger de manière plus fluide et plus conséquente. Avec bien sûr un coût énergétique associé beaucoup plus faible, un coût en temps diminué de moitié, ce qui fait qu'on a des économies de cash flow qui sont considérables. Quand on transporte une marchandise par bateau à partir de Benji, du port de Benji jusqu'au port de Rotterdam, je suis vraiment désolé, mais ça prend 55 jours. Or, en passant par le consortium de trains qui s'appelle UTLC, qui est géré par Monsieur Grom, que je connais très bien d'ailleurs, eh bien, on arrive de Benji jusqu'à Lust, en Pologne, en 22 jours. Ce qui veut dire, en d'autres termes, qu'on n'a pas besoin d'accumuler un stock de marchandises considérable, puisque la fréquence d'approvisionnement peut être plus élevée avec des volumes plus faibles. Alors, bien sûr, sanction à la Russie, on coupe la liaison entre le Kazakhstan et Moscou. Ce qui fait qu'on est obligé de descendre à travers le Kazakhstan jusqu'à la mer Caspienne, embarquer par bateau, ensuite atterrir en Géorgie, transporter par train jusqu'au port de la mer Noire et filer vers soit la Roumanie, le port de Constanta ou le port de Burgas en Bulgarie. Donc tous ces segments avec ces transitions ont un coût énorme.
Pour vous donner un ordre d'idée, vous prenez un Richtstacker, c'est-à-dire c'est un transporteur de containers. À partir du moment où la griffe a attrapé le container et le repose à un autre endroit, ça coûte 60 euros. Voilà. Donc, si Christine Lagarde ne comprend pas d'où vient l'inflation, eh bien, il suffit qu'elle regarde ce schéma et elle comprendra un petit peu plus. Alors, il faut savoir une chose, que la Chine aujourd'hui investit énormément en Afrique de l'Ouest, qui constituera en fait leur ressource de production de végétaux afin de nourrir l'Asie et l'Asie du Sud-Est. Voilà, le petit carré en vert. Euh, on se rappelle que Bruno Le Maire voulait décarboner l'économie et je me rappelle très très bien d'ailleurs le meeting à Davos avec c'était l'ancien secrétaire de l'économie américaine, Larry Summers, lorsque Bruno Le Maire dit nous allons donc rendre notre énergie et notre économie verte, Larry Summers se retourne vers lui en ricanant, en se disant mon pauvre ami, mais qu'est-ce que tu racontes? En tout cas, on t'a bien eu. Et voyons ce qui s'est passé un petit peu sur depuis le début du conflit jusqu'à maintenant. On a l'indice PMI composite, c'est-à-dire la production industrielle et de services, qui s'est littéralement effondré en Europe. Que ce soit l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la France, c'est un véritable désastre. Alors les Américains s'en sortent à peu près bien, puisque eux ont accès à une énergie qui est beaucoup moins chère que la nôtre. Même si le gallon aujourd'hui en Californie coûte 5 dollars, si on rapporte ça au litre, ça fait 1,3 dollars le litre. Alors, les conséquences de ça, c'est que quasiment tout l'appareil industriel allemand est en train de s'effondrer. Volkswagen envisage de fermer ses usines allemandes, ce qui va avoir des conséquences absolument épouvantables. Non seulement sur leur business model, mais surtout sur tous les suppliers, c'est-à-dire les fournisseurs de Volkswagen qui représentent 7 ou 8 marques, notamment Audi, Porsche, Lamborghini, etc., etc. Alors, les suppliers de l'industrie allemande sont basés en Slovaquie. Il y a toute une vallée où il y a tous ces fournisseurs de, de pièces constituantes de leur voiture. Et si les usines ferment en Allemagne, ça veut dire qu'il va falloir remettre en place toute une structure de supply chain avec du transport à partir des pays qui seront bien sûr les agrégateurs de ces voitures. Ce qui va accroître les coûts de manière considérable, mais pire encore, pire. Volkswagen, et je connais très très bien cette société parce que j'y ai travaillé pendant plus de 2 ans à Wolfsburg sur un projet qui s'appelait e-Capacity Management, qui optimisait bien sûr le balancing de capacité de production de supplier à supplier. Volkswagen avait trouvé une astuce pour optimiser leurs coûts de distribution et de vente. Si vous étiez en capacité de venir à l'usine pour visiter le musée, vous aviez la capacité d'acheter votre voiture sur place et de repartir avec bien sûr en bonus, un week-end payé au sein d'un des plus somptueux hôtels, c'est l'hôtel Ritz-Carlton qui est situé au centre même de l'usine. Donc à partir du moment où les entreprises allemandes vont déménager, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce modèle de vente va s'effondrer littéralement. BASF aussi, qui est un des leaders mondiaux de la chimie dans le monde, notamment pour les résines, les peintures, les fertilisants, utilise le gaz comme matière première et matière à énergie. Matière à énergie pour la transformation des produits chimiques, mais le gaz lui-même intervient dans la composition des produits finaux. Donc à partir du moment où on n'a plus de gaz GLN à bon marché, eh bien le produit final explose. Donc la compétitivité de l'Allemagne aujourd'hui s'est littéralement effondrée.
ce qui a généré une inflation absolument incroyable, et d'où la montée des partis entre guillemets extrêmes, extrême droite. Je pense que si on voulait véritablement comprendre ce que c'est que l'extrême droite, il faudrait aller en Ukraine pour se rendre compte de ce qui se passe là-bas. Parenthèse fermée. Alors, en France, nous avons subi une inflation en mois glissant absolument colossale. C'est un graphique que j'ai pu récupérer du gouvernement et qui nous donne pas tant que ça la capacité de comprendre où est-ce qu'on en est véritablement en termes de coûts. Alors on voit bien que l'énergie a explosé et notamment ça s'est répercuté sur l'alimentation parce que quand vous voulez déplacer un tracteur pour labourer, eh bien il faut du gasoil, il va vous falloir des engrais, il va falloir transporter les céréales vers les usines de fabrication de farine. Ensuite, le produit transformé, va falloir l'envoyer, le transporter vers les supermarchés. Donc, il y a le coût du transport, le coût de fabrication et le coût des matières premières qui sont liées aux énergies, qui fait que, eh bien, la nourriture a explosé de 20 à 30%. Alors, dette, inflation, what else, Bruno? Comme dirait Georges Clooney. Et je voudrais qu'on fasse qu'on ait une espèce de vision de d'où se situe notre pays. Alors, on voit les biens alimentaires, comme je viens d'en parler, qui ont littéralement explosé, avec une inflation qui fait qu'aujourd'hui, vous avez une grande partie de la population qui a du mal à se nourrir. Notre dette a explosé littéralement à partir de la crise Covid, du fait du quoi qu'il en coûte. Quoi que dise le gouvernement, quoi que dise Attal, quoi que dise Macron, c'est le Covid qui a tué notre dette. Point. D'ailleurs, on le voit, à partir de 2021, hop, 650 milliards de dollars ont été injectés qui n'auraient jamais dû être levés sur les marchés financiers pour pouvoir tenir les gens enfermés chez eux. Alors, quand on essaye de comparer le ratio entre la dette publique et le PIB, on s'aperçoit que le pire des élèves en Europe, eh bien, c'est la France. Pourquoi? Parce qu'on a à la tête de notre gouvernement des gens qui sont incapables, qui ne comprennent pas ce que c'est que l'économie, qui dépensent à tout va, notamment en finançant un État fasciste à caractère néo-nazi, l'Ukraine, puisqu'on distribue des milliards comme si c'était des petits pains, et on en arrive au point où, dans nos hôpitaux même, eh bien, on n'a pas assez de médecins, on n'a pas assez d'infirmières. Un membre de ma famille étant médecin réanimateur, il me raconte que quand il ouvre les ambulances, eh bien, les patients sont morts à l'intérieur parce qu'il n'y a pas assez de personnel pour s'en charger, que le temps d'attente peut aller jusqu'à entre 4 et 6 heures, ou voire 8 heures à l'intérieur d'une ambulance avant de pouvoir voir un médecin. Alors ça, toute cette instabilité financière nous amène à un point très intéressant, c'est un graphique dont les médias ne parleront peut-être pas, c'est les CDS sur la dette de la France à 5 ans. Alors qu'est-ce que c'est que le CDS? Ça s'appelle le Credit Default Swap. C'est une forme d'assurance que les bailleurs de dette françaises, françaises ou autres, bien sûr, achètent pour pouvoir se prémunir d'un défaut d'un État sur une dette donnée. Et on voit une chose, c'est que les taux Credit Default Swap, à partir de juillet, au moment où Macron décide de dissoudre l'Assemblée, explosent. C'est-à-dire que cette instabilité politique entraîne une instabilité financière où les financiers n'ont plus du tout confiance. C'est la raison pour laquelle la note de la France a été dégradée par S&P 500. Et on peut s'attendre, en regard de ce qui est en train de se passer et de ce qu'on a découvert, puisqu'on n'est pas à 5,6% au-dessus du PIB en termes de dette, mais on est à 7,2%. On peut s'attendre à ce que d'ici 10 jours, la note de la dette française soit complètement revue à la baisse, ce qui aura pour conséquence l'accroissement de taux et donc peut-être la banqueroute de notre pauvre pays. Alors je vais faire une petite parenthèse sur l'agriculture en Europe.
et les différentes politiques qui ont été mises en place par la Commission européenne pour en fait détruire notre agriculture. On se rappelle, il y a 2 ans en Hollande, quand le gouvernement a dit à ses exploitants agricoles qu'ils ne voulaient plus entendre parler d'exploitation bovine. Et le gouvernement a fait tirer sur les fermiers. Aujourd'hui, on a un système de régulation qui est tellement lourd et un système de taxes tellement abominable que l'agriculture européenne en général est en train de couler. Ils ont adopté un modèle chimique depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale en leur mettant des régulations en termes d'écologie. Ce sont 2 modèles qui ne tiennent pas la route et qui ne vont pas ensemble. La composition de ces 2 modèles est trop antinomique et il faut arriver à un compromis qui soit beaucoup plus intelligent que ça. Et si ça a été fait, c'est parce que ils savent très bien que en Ukraine, du fait de la dérégulation et des coûts d'exploitation qui sont très faibles, eh bien, ils pourront transformer ce pays comme le grenier d'agriculture pour toute l'Union européenne et se défaire de tous les fermiers. Alors, il faut savoir une chose, c'est que jusqu'en 2016, personne ne pouvait acheter de terre en Ukraine. Et la Rada, Verkhovka Rada, a modifié les lois régissant les territoires ukrainiens pour permettre à des entités extérieures de pouvoir acquérir les terres agricoles. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ces gens-là avaient un plan, mais ils ont oublié un petit détail. C'est que toute la zone en rouge, là, c'est une zone de combat, sauf bien sûr la Crimée, est soumise à des bombardements absolument épouvantables, même bien sûr dans certaines autres régions, notamment dans l'ouest où se situent des entrepôts de munitions, notamment à Khmelnytsky, où vous voyez le gigantesque nuage de pollution radioactive qui a explosé, puisque les anglo-saxons avaient stocké à cet endroit-là des obus à uranium appauvri. Les Russes, ayant été au courant de cette histoire, ont fait sauter ce dépôt gigantesque. Et ce qui veut dire que toute la région de Khmelnytsky, c'est-à-dire autour de Rivne et pas très très loin d'ailleurs de Jitomir et de Lvov, du fait des vents dominants, eh bien toutes ces terres ont été contaminées avec des produits radioactifs à l'uranium appauvri. Donc, si l'Union européenne avait pour plan de développer l'agriculture pour pallier à l'agriculture européenne, en tout cas en Ukraine, ben c'est râpé. Alors, quand on regarde un petit peu l'impact que ce conflit a pu avoir sur nos vies, sur nos modes de vie, sur nos économies, sur notre dette, on peut se demander pourquoi ça a été fait. Parce que ça n'avait pas de sens. On peut se dire que quand même on a des gens presque intelligents, enfin je croyais, serait pas assez stupide pour déclencher un conflit avec un pays qui nous fournit toutes les matières premières nécessaires à faire fonctionner nos économies. La pression américaine étant poussée par certainement beaucoup de corruption, parce qu'au niveau de l'Union européenne, quand on a vu ce qui s'est passé avec les vaccins Pfizer, on peut imaginer ce qui peut se passer au niveau financier avec des sommes colossales qui sont transitées en Ukraine, dont 16 milliards qui ont disparu il y a environ 6 mois. Perdre 16 milliards de dollars, faut quand même le faire. Bien, la raison de l'alignement sur les USA, elle est très simple. Je vois 7,3 trilliards de raisons, c'est-à-dire 7300 milliards, puisque les plus grands possesseurs de la dette américaine extérieure, aujourd'hui, c'est l'Europe. Alors, ce qu'il y a de surprenant, c'est de voir que la Belgique et le Luxembourg, qui sont de très petits États, puissent posséder le plus gros pourcentage, un des plus gros pourcentages en tout cas, de la dette américaine. C'est à se demander quel type de mécanismes ont été mis en place et qui c'est qui finance tout ça.
Parce que le Luxembourg, 640 000 personnes. Comment le Luxembourg peut acheter pour 4%, quasiment 4,5% de plus de dette américaine que la France, qui est un pays avec 67 millions de personnes. Je donne certains éléments à l'intérieur de mon livre, je vous laisse les découvrir. Alors, nous souffrons aussi d'une diplomatie dérapante et délirante, celle de M. Macron, qui a décidé de LGBT toute l'Afrique à travers la nomination de Stéphane Séjourné. Et bien sûr de son comportement déviant en regard des relations qu'il a pu établir avec certains chefs d'État, notamment celle du Burkina Faso. Meeting en 2017 pendant lequel il se permet de lui dire d'aller réparer la clim parce que il n'avait pas à s'occuper de l'électricité de ce pays. Alors, on peut imaginer que d'humilier un chef d'État de cette façon a pu avoir des conséquences redoutables, notamment au Mali, notamment au Niger, puisque du fait des contacts que je puisse avoir avec un ancien de la DGSE qui a opéré en Afrique, il m'a dit que la France n'était plus la bienvenue dans ces pays-là. Et ça a eu une influence absolument colossale sur ce qui est en train de se passer au niveau des BRICS. Alors, que s'est-il passé juste après le conflit? La Russie a mis en place des relations grâce à l'entité économique BRICS pour établir un support économique mondial. Et du fait de sa capacité à résister aux États-Unis et bien sûr à l'OTAN, eh bien, ça a émancipé un grand nombre de pays en Afrique qui aujourd'hui se sont ralliés complètement à la Russie. Preuve en est, c'est que pendant le dernier sommet Russie-Afrique, eh bien, 49 pays des 54 pays africains ont participé à ce sommet et ont décidé d'établir des relations économiques de support et d'échange, qui fait qu'aujourd'hui, un grand nombre de pays, partout dans le monde, ont décidé de l'association avec les BRICS. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a une dynamique qui se fait centrale à la Russie, avec l'avènement de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, du Middle East et de l'Asie du Sud-Est. Et on en arrive au fait que 5 pays ont rejoint cette organisation: l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, l'Éthiopie, qui ne sont pas compris dans le graphique que je suis en train de vous proposer. Et on s'aperçoit qu'il y a eu un point de bascule au niveau des équivalences de PIB entre ces deux blocs, le G7 étant en déliquescence totale et les BRICS lancés qui ont largement dépassé la capacité économique en matières premières et en ressources du monde entier. Alors, ce graphique ne représente pas, en tout cas dans sa version, dans la courbe rouge, l'association des 5 derniers pays cités. Et si on le projette, eh bien, on s'aperçoit que la courbe aura une autre tête, voire les petits pointillés en vert. Alors, pour illustrer cette courbe, nous allons regarder ce qui se passe au niveau de la répartition des pays les plus riches au monde. Dans les 12 premiers, nous avons donc le G7, avec les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, le Canada et l'Italie. Mais parmi ces 12-là, on a les 5 BRICS. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est que dans les 20 premiers, on a l'Arabie Saoudite qui est en 19e position, qui vient complémenter les 5 premiers. On a la Turquie qui demande à s'associer, qui est en 20e position. On a l'Indonésie. Alors le Mexique, je mets un bémol, pourquoi? Parce que, si vous voulez, le Mexique, c'est un petit peu l'Ukraine pour les États-Unis. C'est-à-dire que il y a des pays dans le monde qui n'ont pas leur liberté géopolitique. Le Mexique est un pays qui en fait partie. J'ai demandé à 2 généraux américains, Vallely et McInerney,
ce qu'ils pensaient si la Russie venait à installer des bases de missiles ICBM, soit à Terralinga, soit à Tijuana. Et on m'a répondu, ça n'arrivera jamais. Bien, pour l'Ukraine, c'est un peu la même chose, puisqu'on a ce qu'on appelle un équilibre bilatéral qui doit être respecté, qui doit être mis en place. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec la Russie et l'Europe, c'est une crise de Cuba à l'envers. Et personne ne veut écouter les desiderata et les demandes de sécurité de la Russie en intégrant leurs contraintes, ce qui fait qu'on en arrive au conflit actuel où on dit que l'Ukraine devrait faire partie de l'OTAN. C'est complètement débile. Alors d'ici 15 jours, 15-20 jours maintenant, va à Kazan aura lieu un meeting des BRICS. Alors je l'ai appelé le Brixton Wood en faisant référence aux accords de Bretton Woods. Parce que depuis le Yalta International Economic Forum 2019, auquel j'ai participé, où j'entendais des discussions, notamment avec la participation de beaucoup de pays africains et de pays d'Amérique du Sud, ainsi que certaines régions, certains pays du Middle East, j'entendais parler de dédollarisation, mais sans que ça soit véritablement concret, c'était juste du wishful thinking. Mais avec ce qui s'est passé depuis 3 ans, les choses ont évolué de manière significative. Et on en arrive à ce que j'ai découvert dernièrement, à savoir que les BRICS allaient implémenter ce qu'on appelle un Distributed Digital Currency pour contrer la montée en vœu des banques centrales américaines et européennes à mettre en place ce qu'on appelle CBDC, à savoir un Central Bank Digital Currency. Alors, quelle est la différence entre ces deux approches? La première, c'est une approche de contrôle de population. C'est-à-dire que les mécanismes implémentés de cette monnaie électronique CBDC vont être tels que, au moment où un utilisateur va émettre une transaction, c'est-à-dire moi, je vais dans un supermarché, je veux acheter quoi que ce soit, eh bien, la banque centrale, à travers ces mécanismes de digital currency, va me donner l'autorisation d'utiliser mon portefeuille ou pas. Et ensuite, la transaction se fera de banque à banque. Dans une approche DDC, c'est-à-dire Distributed Digital Currency, on a une monnaie représentée sous forme d'un token qui est assis sur un panier constitué de 40% d'or et de 60% de monnaie fiduciaire à partir du moment où un des constituants fiduciaires ne représente pas plus de 30% de l'équivalent en or de la totalité de ce panier. Alors, c'est une monnaie donc alternative, mondiale et surtout apolitique, puisqu'elle va être distribuée à travers euh, une architecture globale, mais sans aucun contrôle. C'est-à-dire que chaque nœud, ce qu'on appelle un panier, aura la capacité électronique de se projeter sur un autre panier pour maintenir sa valeur en temps réel. Donc c'est bien un système peer-to-peer, comme l'a été Skype, mais au niveau monétaire. Et de ce fait, ça va permettre une fluidification des échanges financiers, mais surtout le support d'une plateforme de trade de matières premières. Et ça, c'est une véritable révolution parce que ça veut dire que les BRICS sont en train de s'affranchir des places financières de trade de matières premières. Donc, les accords de Bretton Woods vont s'effondrer littéralement. Et d'ici 15 ans, avec la demande de 70 pays de venir participer à ce conglomérat, c'est-à-dire les BRICS, eh bien, nous allons perdre le contrôle de l'accès aux matières premières. Nous allons perdre le contrôle de l'aspect financier trade des matières premières. Et ça va être un véritable désastre pour les États-Unis.
C'est d'ailleurs ce que j'expliquais à Général Vallely, avec qui j'ai de très très bonnes relations. Je lui disais, Biden, à travers l'Ukraine, avec ses petits groupes de nazillons, ont tiré une balle dans la tête de l'économie américaine. Et c'est aujourd'hui qu'ils commencent à se rendre compte à quel point la situation est grave. Et pour les Européens, et pour les Américains. Alors, je vais faire un peu d'humour quand même, mettre en place une petite pause. La Russie à genoux, Bruno, eh bien, pas tant que ça. Et il ferait mieux de s'occuper un peu plus des Français. Enfin, il s'en occupera plus puisqu'il est plus ministre. Euh, nous allons donc passer à la partie américaine de cette crise. Donc, à travers la courbe de l'évolution du Dow Jones sur le NYSE, New York Stock Exchange, on s'aperçoit que l'économie sous Trump se portait particulièrement bien. Il a dû subir, bien sûr, la crise ukrainienne. Et je pense que ce virus a été mis sur la place publique pour l'empêcher de constituer un deuxième mandat. Et ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis ont quand même un peu souffert au départ de cette crise parce que les marchés financiers n'aiment pas tellement l'instabilité. Mais à partir du moment où Nord Stream 2 a été détruit, alors là, on a vu les marchés financiers américains qui ont rebondi de manière considérable. Alors, il n'y a pas eu que ce phénomène. Il y a aussi le phénomène d'émission de dette pour pouvoir soutenir l'effort de guerre ukrainienne. Et on passera au prochain slide dans l'explication de ce mécanisme. Mais il y a eu aussi le fait qu'un maximum de capitaux étant européens, en regard du fait que l'économie européenne s'est effondrée, qui ont shifté vers les États-Unis, et c'est la raison de cette montée en croissance absolument considérable. Alors, essayons de jeter un œil sur les mécanismes de financement d'un conflit. Vous avez le Congrès américain qui décide de fonds alloués à l'Ukraine. En fait, c'est pas si simple que ça, puisque une toute petite partie des fonds vont effectivement aller à l'Ukraine sous forme de fonds, de cash ou de matériel. Alors, l'armée américaine se sépare de tous ces vieux clous de telle manière à ce qu'elle puisse se moderniser en ayant une partie des fonds associés de ce budget, mais la plupart des fonds finissent dans l'industrie de l'armement sur les marchés financiers. Alors, vous avez Boeing, Raytheon, Lockheed Martin, General Dynamics, Northrop. Ce sont des grosses sociétés qui ont reçu des sommes absolument colossales depuis 3 ans. Et on le voit à partir de leur capitalisation boursière qui ont accru de manière significative. Raytheon, par exemple, 110 milliards de dollars d'accroissement. 90 milliards pour Lockheed. 232 milliards pour Northrop. 54 milliards, c'est le perdant de l'affaire pour General Dynamics. Un total, 4 sociétés, leur market cap s'est accru de 456 milliards de dollars. On le regarde, on voit cette évolution aussi au niveau de l'index de l'armement sur le marché financier. C'est un index qui a doublé. Par contre, ce qu'il y a de surprenant, c'est que si on regarde la courbe de dessous, ça s'appelle un MACD, c'est un oscillateur, c'est un index oscillateur qui exprime la tendance d'évolution de l'index de l'armement. On voit qu'il est divergent en mode positif. C'est-à-dire que on n'est pas sûr que le conflit se termine du fait du fait de l'intérêt de ces investissements-là. Alors, faut savoir une chose, c'est qu'il y a un niveau de corruption au niveau de Washington qui est absolument épouvantable, comme a expliqué, où, bien sûr, les décisions sont influencées par ces groupes-là au sein du Congrès, parce qu'en plus de ça, comme ils sont possesseurs de stocks de ces sociétés, eh bien, automatiquement, ils en bénéficient en retour. Alors, bien sûr, c'est tout à fait transparent, mais on comprend bien que le mécanisme est bien établi. C'est pareil pour la population qui investit sur le stock market et bien sûr les banques. Alors,
On pourrait penser, en regard de l'évolution du Dow Jones, que tout a l'air d'aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, et c'est pas tellement le cas. Alors, du fait de l'avènement des BRICS et d'une demande de dollars qui est de moins en moins importante, eh bien, les États-Unis sont obligés de faire monter les taux pour augmenter l'attractivité de la dette américaine. Et c'est comme ça qu'on a vu la dette s'envoler depuis maintenant 3 ans de 30 milliards, 29 milliards, 29 milliards de dollars jusqu'à plus de 35 trilliards de dollars, pardon, trilliards de dollars jusqu'à 35. Donc c'est un accroissement qui est significatif, avec des taux qui ont explosé de 0,5 avec la fameuse dynamique de taux zéro après la crise de 2008, jusqu'à aujourd'hui à 5,5 avec une légère contraction des taux depuis quelques mois, mais c'est pas significatif, c'est 0,25 de base ou 0,5, je me rappelle plus. Et ce qui a contribué à l'explosion de la dette, en tout cas des intérêts de la dette américaine, parce qu'aujourd'hui les États-Unis doivent rembourser 1100 milliards par an. C'est absolument gigantesque, surtout si on regarde ce qui se passait jusqu'en 2017, où on était en dessous de 500 milliards. Donc ça veut dire qu'on a plus que doublé. Donc, est-ce que les États-Unis sont tant en forme que ça? Eh bien, c'est pas si évident que ça. Alors oui, le Dow Jones se crève le plafond, record de 42 000 points, mais si on regarde en détail la moyenne des ratios PE, c'est-à-dire en fait c'est le price per earning, c'est-à-dire le coût de l'action versus le bénéfice net. En général, une société qui se porte bien a un PE entre 12 et 20, avec une moyenne poussée jusqu'à 20 en regard dépendant des années courantes. Là, aujourd'hui, il est à, en moyenne, 33, c'est-à-dire 67% supérieur à la moyenne historique. Quand on regarde les gros de la Silicon Valley, ils sont pas si excessifs que ça, sauf Intel et Nvidia qui est justifiable par la montée de l'intelligence artificielle. Si on regarde Tesla, c'est carrément n'importe quoi. On a un PI de presque 80, il me semble. Et quand on se penche sur les 3 sociétés qui sont significatives de l'activité supply chain aux États-Unis, on s'aperçoit qu'ils ont un pays qui est bien élevé, notamment Amazon, qui a mis en place ce qu'on appelle un PIP, c'est-à-dire un plan de un plan d'optimisation de ressources. Et c'est à travers ce mécanisme qu'ils pressent en fait leurs employés pour qu'ils deviennent plus performants. Généralement, il y a 6% de la population d'Amazon qui vire chaque année. Et cette année, ça va être beaucoup plus significatif parce que Amazon ont quand même des financiers qui sont assez intelligents, qui ont compris que c'est l'inflation qui a fait que le Dow Jones a pu être poussé aussi haut, parce que les sociétés vendent moins, beaucoup plus cher, donc en fait les chiffres sont là, mais il y a eu un impact sur la population, et à un moment donné, la balance va se casser. C'est-à-dire que si la population consomme de moins en moins, il va commencer à y avoir des licenciements économiques, et à la sortie, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un impact au niveau de l'immobilier commercial, mais aussi sur les résultats des entreprises. Donc là, on est à un point d'inflexion qui est à la limite de la stagflation. De la stagflation. Alors, les États-Unis connaissent le même problème d'hyperinflation en ce qui concerne les denrées alimentaires, mais jetons un œil sur les 4 index qui sont les plus significatifs. On a la confiance consommateur, c'est un index qui a été mis en place par l'Université de Chicago, qui, depuis 3 ans, a chuté de presque 24%. On a l'index des directeurs d'achat, c'est-à-dire l'indice composite PMI, qui s'est cassé la figure de presque 39% en 3 ans. La production manufacturière qui s'est effondrée, 29%.
et les taux d'intérêt, bien sûr, en 20 mois euh, qui, qui ont explosé à 2100%. Alors on a une économie en surchauffe avec un coût énergétique qui est quand même considérable, en tout cas pour les États-Unis, même si d'un point de vue européen, c'est pas si énorme que ça, mais avec un déficit extérieur qui s'est accru à plus de 75%. Alors, on sait qu'en octobre, on va se retrouver, en fait, toutes les sociétés d'exploitation de buildings commerciaux vont se retrouver devant le mur de la dette immobilière qui est absolument abyssal. C'est 1,8 trilliard de dollars. Et donc, de ce fait, si les sociétés commencent à licencier, eh bien, ça va avoir un impact absolument colossal sur les banques, puisque ce sont les banques régionales qui financent ces sociétés commerciales d'exploitation immobilière. Alors, allons vers les graphiques de la terreur. Et c'est là où on s'aperçoit que tout n'est pas aussi rose chez Oncle Sam. Aujourd'hui, le ratio entre la capitalisation boursière totale de toutes les sociétés versus le PIB, c'est-à-dire le GDP, eh bien c'est 200%. Ça veut dire en d'autres termes que les sociétés sont surévaluées au moins de 50%. On a un nombre de faillites, ça c'est le graphique de dessous, qui est parmi les 3 tops depuis les 14 dernières années. On n'a pas encore les chiffres de 2024, mais quand on regarde les bâtonnets bleus, c'est c'est le premier trimestre. On s'aperçoit que le premier trimestre 2024, il y a eu quasiment un des records de faillite aux États-Unis. Donc voyons ce qui se passe à la fin de l'année 2024, mais je pense que le chiffre ne sera pas vraiment brillant. Ensuite, quand on regarde l'état des banques, alors il y a un institut aux États-Unis qui s'appelle FDIC qui s'occupe de contrôler la bonne santé des banques. Et ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que sur leur book, c'est-à-dire sur leur bilan, eh bien, ils ont des pertes non réalisées aujourd'hui qui sont records pour l'année 2023 et 2024. Donc, qu'est-ce que ça va donner si jamais il y avait un événement géopolitique majeur qui déclencherait une crise? Ça pourrait être quelque chose de cataclysmique. Et on le voit dans la capacité des banques à prêter aux sociétés américaines, qui est en train, ce qu'on appelle le credit crunch, qui est en train de s'effondrer littéralement. Alors, l'année 2024, c'est bien sûr les élections américaines de tous les dangers. On a 2 visions du monde complètement différentes. Une, Kamala Harris, la wokiste invétérée, indexée sur les globalistes, avec une volonté de guerre, parce que s'ils arrivent à, euh, à réussir leur coup, c'est-à-dire à faire imploser l'économie américaine et imploser la dette, ils vont pouvoir imposer le CBDC, c'est-à-dire une capacité de contrôle des achats sur la population. On aura droit à des contrôles sociaux du style ce qui se passe en Chine, et bien sûr, au niveau économique, une véritable destruction. Alors, Trump, ils essayent de l'éliminer par tous les moyens. Ils ont essayé déjà 3 fois par des attentats ratés. Lui ne veut pas entendre parler des CBDC, il veut conserver le dollar. Et la raison pour laquelle il veut arrêter le conflit, c'est que il veut faire en sorte de rééquilibrer les relations avec l'Iran et la Russie de telle manière à ce qu'ils n'aillent pas dans le sens de l'installation de leur monnaie distribuée. Parce que ça voudrait dire l'effondrement du dollar et donc du mode de vie américain. Bien sûr, il souhaite un rééquilibrage au niveau de l'économie et bien sûr, hors de question de mettre en place des contrôles sociaux comme tous les wokistes essayent de mettre en place afin qu'ils puissent établir leur hégémonie LGBT.
Alors, j'ai repris, la photo du film 2012 et aujourd'hui, je me pose la question, je me dis: «Est-ce que c'est une fiction ou est-ce que c'est la réalité économique de l'Occident en 2024?» Alors essayons de voir un peu plus clair à travers quelques chiffres. C'est que, la Russie aujourd'hui a remplacé le SWIFT et n'en a plus besoin. Elle a un système qui s'appelle SPFS, qui a permis d'ailleurs à la Crimée de fonctionner pendant les années pré-conflit février 2022. Il y a 600 entreprises et banques qui se sont associées à ce système et en pleine croissance, puisque en regard du nombre de pays qui veulent rejoindre les BRICS, on peut s'attendre à ce que ce système devienne quasiment prédominant sur le marché d'ici 10 ans. La Belt and Road Initiative, c'est 170 pays qui ont décidé de participer à ce projet. Et Meloni, qui avait signé, disons le gouvernement avant Meloni qui avait signé les accords, je crois que c'est sous Berlusconi, a décidé de sortir de la Belt and Road Initiative alors que son pays est quasiment en banqueroute. C'est complètement stupide parce que on regarde des besoins que nous avons au niveau matières premières, je ne pense pas que l'Italie puisse peser sur la balance dans le monde entier. Donc, je pense que Mélanie a fait une erreur monumentale, et notamment celle de supporter le régime de Kiev. Alors, on regarde des échanges hors dollar et hors euro, ils explosent, et notamment par l'avènement de cette future monnaie. Quand on regarde les échanges entre la Chine et la Russie, l'année dernière, c'était 600 milliards de dollars, alors qu'ils avaient projeté 400. Donc on peut s'imaginer que ça ne s'arrêtera plus maintenant. Alors on a 70 pays qui postulent aux BRICS et qui vont représenter l'essentiel de la production et du trade des matières des ressources naturelles mondiales. Alors bien sûr, les élections américaines prochaines vont avoir un impact absolument colossal sur la vitesse de dynamique qui a été mise en place par la Russie à travers les BRICS. Mais si on regarde, si on ajoute à ça en fait la faillite morale totale dans le symbole et la cérémonie des Jeux Olympiques de 2024 à Paris, ma conclusion c'est que l'Occident est franchement très très mal barré. Voilà. Alors je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ça a été suffisamment intéressant. Et je vous dis donc à la prochaine vidéo.